Donc ce sera l'occasion de brosser un petit portrait de ces bâtiments. Donc, construction incontournable de l'Oise, les grands vaisseaux de pierre des granges ponctuent le plateau du Valois aux riches terres agricoles. De par son architecture monumentale, elles ont parfois été associées aux églises, et bien que n'étant pas sans lien avec le religieux, les granges ne sont que des bâtiments utilitaires. Sans être réductrice, cette destination est toutefois essentielle pour l'économie d'un domaine. Elle permet en effet de stocker, de protéger les sources de revenus. Cette destination n'est toutefois pas spécifique à une période, celle d'où l'édification des bâtiments que nous connaissons aujourd'hui sont issus, mais elle est le résultat d'une problématique de conservation des denrées remontant au début de l'agriculture. L'architecture de la grange médiévale n'est ainsi pas une création complètement spontanée, elle est l'héritière d'élaborations et qui se sont perfectionnées depuis l'époque antique pour nos latitudes. Mais pour la période qui nous concerne, le plein Moyen-Âge, la grange revêt plusieurs réalités discernables dans les sources textuelles. Tout au long de cette présentation, nous amènerons des éléments de compréhension sur cette entité avant la période médiévale, les conditions de l'émergence, ainsi que les caractéristiques des granges au travers de plusieurs sites, ainsi que les évolutions postérieures. Donc pour commencer, voici un petit peu le plan de développement de la communication, autour de principalement, il y a la question de Dimir ou pas Dimir bien sûr, mais qu'est-ce qu'une grange ? On a tout d'abord une définition, en partant de choses assez basiques, entre ce qu'on entend nous aujourd'hui par une grange, qui est un bâtiment de stockage, en prenant quelques définitions. On a un bâtiment clos destiné à abriter les récoltes, une autre étant un bâtiment de ferme destiné au logement des gerbes et au battage des grains. On spécialise un petit peu. Mais là-haut se propose de bâtiments d'une exploitation agricole où sont entreposées les récoltes de paille, de foin, etc. Avec une précision, au Moyen-Âge, exploitation rurale dépendant d'une abbaye ou d'un prieuré. On a une petite précision un petit peu sur la grange. Par contre, au XIIe siècle, qu'est-ce qu'une grange ? Dans les sources textuelles, qui sont principalement issues des cartulaires des abbayes, le terme de grangia, qui est à la racine de celui de grange aujourd'hui, correspond à une unité d'exploitation, c'est-à-dire la ferme au sens large, l'ensemble des bâtiments qui la composent, ainsi que les terres qui y sont rattachées, les terres ou les possessions, les bois ou autres. Le bâtiment grange en lui-même est parfois désigné par le terme aureum. Je dis parfois parce que la distinction n'est pas toujours faite dans les textes, et sans contexte, il est relativement difficile d'apporter une précision. Par exemple, François Blary, dans son ouvrage sur la possession de l'abbaye de Chaly, lorsqu'il dépouille le cartulaire, n'a quasiment que des mentions de terra et de grangia, mais pas d'aureum, par exemple, pas de grange spécifique. Avec le temps, on appliquera finalement le terme de grange qui s'appliquait à l'ensemble à simplement la construction servant à stocker. Voici quelques mentions justement textuelles. On a la Grangia Vallis Laurenti, qui vient du cartulaire de l'abbaye de Chaly, qui correspond à la grange de Vauleurant. Alors, quelques-unes des granges dont je vais citer sortent un petit peu du cadre du Valois, mais elles sont importantes, parce que déjà, elles sont relativement connues en termes d'architecture, donc ça parlera. Et elles sont également des modèles plus que exemplaires. On a cette mention très intéressante, qui est Aureum Grangier de Varnavillers, dans le cartulaire de l'abbaye d'Oscor en 1156, et qui est la grange de Varnavillers que l'on trouve du côté de Rouvillers. Cette mention est très très intéressante parce qu'on a à la fois Aureum et Grangier dans la même phrase. Ce qui veut dire que c'est la grange de la ferme de Varnavillers. Ici, on a vraiment une distinction particulière. On voit qu'on parle du bâtiment grange en lui-même. On a également Agrangia des Morienval, qui est une grange en 184. On parle d'une grange qui est des possessions de l'abbaye de Morienval. On a également Grangian, on trouve aussi également, concernant la ferme de la Tour, qui se trouve également du côté de Morienval en 194. Et toujours dans le cartulaire de Morienval, plutôt au début du XIIIe siècle, on a une nouvelle fois cette mention de Auréo de Bettencourt.
ce terme de aureum perdure assez longtemps avant qu'on parte effectivement, qu'on prenne le terme de grange par la suite. On le voit par contre effectivement le cartulaire de l'abbaye de Moriaval, qui a été transcrit par Rachid Penny de la Cour, une grange. Alors c'est pas une traduction de sa part, c'est vraiment que le texte est en français. Donc une grange. On est 1276, fin 13e, on l'utilise déjà. Et là, il parle visiblement d'un bâtiment. Les fonctions de la grange, alors c'est avant tout, la grange, comme je disais, un bâtiment utilitaire. C'est pas un beau bâtiment, enfin, c'est un beau bâtiment en soi architecturalement parlant, mais c'est pas un bâtiment qui est là pour faire joli. Il y a des particularités qu'on verra un peu par la suite. Mais le but, c'était bien entendu de stocker le produit de la moisson, de protéger cette récolte et de permettre une conservation optimum des gerbes en attente de leur traitement. C'est-à-dire que dans la grange, on stocke que des gerbes, on stocke pas les grains, à moins d'avoir des greniers au-dessus, ou alors, principalement, ils sont répartis sur le haut des autres bâtiments. Donc l'important, c'est de créer des conditions particulières d'atmosphère aérée pour que le grain ne moisisse pas, ne soit pas attaqué par les insectes ni rien. Parce que là, c'est une source très 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 importante de revenus pour le domaine, qu'il soit monastique, seigneurial, ecclésiastique. C'est-à-dire que ça sert à la fois pour la subsistance, mais ça sert principalement à être vendu. Et dans ce stock, il y a le produit de la moisson, mais il y a également le produit des taxes. C'est-à-dire qu'on va y stocker également, par exemple, la dîme, ou le champard, ou les novales, par exemple. Une autre fonction, ça permet d'offrir un espace de travail, donc, qui est assez limité, mais qui consiste principalement au battage, en fait. Dans les régions dans lesquelles on se trouve, on ne va pas nécessairement en extérieur. L'entrée de la grange sert souvent d'aire de battage pour pouvoir travailler libre. Alors, comme je disais, avant qu'on en arrive à les granges qu'on connaît aujourd'hui, celle de Fourcheret par exemple, celle de Vanavillers, de Voleran ou autres, il y a déjà eu de tout temps cette problématique liée au stockage. Donc, avant la grange, il y a bien entendu d'autres types de bâtiments. Donc, le stockage, une évolution des différentes manières de stocker au travers de l'histoire. Pour la période proto-historique, on va dire tout ce qui va être la période gauloise et avant, on pratique principalement le stockage des grains en milieu confiné, dans des silos. Là, ici, ce que vous voyez sur la partie gauche, ce sont des coupes. Ce sont des coupes issues de fouilles archéologiques qui présentent des silos. On entassait les grains là-dedans, on scellait le tout et ils se conservaient comme ça. On avait également des greniers surélevés qui permettaient, eux pour le coup, en atmosphère aérée pour la conservation, qui permettaient quand même de le décaler du sol, d'avoir une meilleure aération et un meilleur contrôle sur la conservation des grains. Alors j'ai mis les apports romains après la conquête, c'est une transition un peu brutale, mais dès la fin de la période gauloise, on note déjà, au niveau des fouilles archéologiques, il y a toujours des billets de source, mais on note déjà une diminution, voire une disparition de la pratique du silo, toujours des greniers par contre, et déjà on bascule vers de nouveaux bâtiments qui sont retrouvés en fouille. Ici sont présentés un cas très intéressant qui est sur une fouille de Saint-Aubin. Vous voyez ici en orange, et notamment sur la planche de gauche en haut à droite, c'est déjà ce qu'on appelle un auréum à l'époque. C'est un grenier, c'est une grange. On y voit déjà des bâtiments contrefortés, avec des piliers centraux, mais qui n'ont pas vocation, comme on a aujourd'hui, de supporter nécessairement la charpente, mais plutôt de porter un plafond, en fait, un plancher, de façon à avoir à la fois du stockage en dessous et les grains par exemple au-dessus. Donc cette forme qu'on connaît aujourd'hui, on la connaît déjà au 1er siècle avant notre ère. Et qui est déjà bien sûr connue avant ça dans l'Empire romain. Bien sûr. Voici des propositions de restitution par rapport à certains de ces bâtiments qui ont été trouvés en fouille, avec
avec ces maçonneries contrefortées. Donc on voit, il propose effectivement des bâtiments assez hauts. Alors, il n'y a pas de bâtiments en élévation qui sont connus de cette période, mais la fouille permet de comprendre notamment au moins l'assise de fondation et des contreforts, et d'imaginer par exemple en plus par rapport à ce qui a pu tomber et être conservé dans le sol, si jamais il y a eu effondrement ou incendie des planchers, de quand même comprendre ce qu'il y avait avant et comment ça fonctionnait. On a un détail de la colonne Trajane à Rome, donc qui a été édifiée en 113 de notre ère, et on y voit effectivement une scène de débarquement de denrées dans un port, et tous les bâtiments que l'on voit en haut sont des auréums également. Donc ces bâtiments sont vraiment des bâtiments de stockage et pas comme aujourd'hui les granges qu'on a destinés réellement à un stockage de cultures céréalières principalement. Ici on y stocke tout un tas de denrées en fait. Il y a quelques années, à Amiens, une fouille a été faite et un auréum a été retrouvé où notamment il y avait différents types de denrées qui étaient stockées, des céréales, mais également des légumineuses ou autres. On a trouvé d'autres bâtiments comme ça, mais qui stockaient par exemple des amphores ou des tonneaux, ou la destination, le but premier étant le stockage. Mais on a ici une forme qui nous paraît déjà par rapport aux documents précédents, où on peut retrouver le plan un petit peu ici de ce qu'on connaît des granges. Ici on se retrouve tout de suite avec un bâtiment qui visiblement n'a pas tout à fait la même allure. Ça va être une des évolutions par la suite de ces bâtiments. Voici une autre découverte archéologique qui a été faite à Rome, à la Via Gabina, interprétée comme étant du 5e siècle. On a ici le grand bâtiment rectangulaire que vous avez en bas, est interprété comme étant également un auréum, intégrant une partie de logis pour quelqu'un qui serait en charge du grenier. Alors le bâtiment fait 79 par 19 mètres, ce qui est assez considérable pour du stockage. Voici une restitution potentielle de l'auréum précédemment. Et là, ensuite, il y a toute une partie où on n'a pas nécessairement les sources archéologiques nécessaires pour pouvoir interpréter certains bâtiments comme étant une continuité de la pratique de l'auréum ou du grenier surélevé jusqu'au bâtiment qu'on a aujourd'hui. On retrouve en fouille actuellement encore des greniers, on retrouve de la pratique du silo à partir de la fin de l'Antiquité, le début du Haut Moyen-Âge, et on manque parfois peut-être de restes de fondations où elles sont réutilisées et du coup on n'y a pas accès, on ne peut pas les observer. Ici, ce qui est intéressant, c'est le plan de l'abbaye de Saint-Gall, datant du début du IXe siècle, et qui est un plan pour un édifice un peu idéal. Une chose intéressante qu'on y voit, c'est ce que j'ai mis en zoom ici, c'est ce bâtiment qui s'appelle Aureum et Repositio Fructium Annalium, qui correspond en fait à une grange, un grenier, et également un lieu de stockage des denrées de l'année en fait. On y voit ces espaces avec visiblement un lieu de passage, ainsi un autre espace, mais qui n'est pas tout à fait identifié, peut-être une aire de travail, une aire de battage ou autre. Donc ce document nous permet effectivement de faire le lien avec la période antique et la période du Moyen-Âge, où du coup on conserve également la terminologie d'auréum et également la destination des bâtiments. On a là une miniature du XIIIe siècle qui présente une scène effectivement où le céral sont engrangés dans des bâtiments qui ressemblent encore une fois à des auréums, et où ça nous permet de voir également la façon dont on engrange les gerbes. On les coupe très, très basses en fait. Donc, les gerbes prennent beaucoup de volume. Donc suite à cette évolution qui nous conduit un petit peu jusque depuis cette auréum, la différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on a au XIIe siècle et probablement un peu avant,
il y a ces grands bas-côtés qu'on a ajoutés, ce qui donne ces pentes impressionnantes et ces tout petits murs goutreaux qu'on peut voir, notamment à Fourcheret par exemple, ou à la ferme de Beaulieu-le-Vieux. Ça, c'est un ajout qui peut-être, puisqu'il n'y a pas suffisamment de données textuelles ou archéologiques pour pouvoir l'attribuer pleinement, mais qui serait peut-être effectivement une évolution due au XIe, XIIe siècle de rajouter des bas-côtés comme ça. Ça permet d'augmenter en fait la surface de stockage. En créant ces bas-côtés, on peut utiliser ça comme un espace de circulation et du coup engranger plus. C'est une manière un peu facile sans avoir à construire plus grand, sachant qu'il y a des limitations aussi par rapport au couvrement des bâtiments. Selon les époques, on n'a pas nécessairement les techniques pour avoir des charpentes avec une très très grande portée qui fait qu'on puisse élargir les murs à l'envie en fait. Donc du coup c'est une sorte d'astuce visiblement et d'élaboration trouvée pour pouvoir gagner en place et en organisation. Donc ces granges, celles qu'on a actuellement, quelles sont les conditions de leur émergence? Pourquoi à partir d'un moment, elles sont partout? Pourquoi on les voit partout? Qu'est-ce qui fait qu'elles se développent? La principale chose, c'est la conjonction de plusieurs critères pour créer un contexte favorable. On a d'abord à l'époque, à partir du XIe, XIIe siècle, une période de relative stabilité politique, qui bien sûr est bonne pour le commerce, et qui permet l'investissement, qui permet également une croissance démographique importante, qui amène donc à créer de nouveaux espaces. On a notamment au XIIe siècle la création de villes neuves, c'est-à-dire de création spontanée et commanditée de villes, comme on a par exemple à Villeneuve-sur-Verberie, qui date de ces périodes, ou comme on l'estime par exemple dans la ville de La Morlaix. Donc ces villes créées de toutes pièces à une période qui sont destinées à conquérir un petit peu les espaces un peu partout, puisqu'il y a de plus en plus de gens. Donc on défriche également de plus en plus afin de gagner sur la forêt, sur les naries, sur les friches un peu partout, de façon à créer de plus en plus de surface agricole utile en fait, et également de pouvoir s'implanter. Donc, qui dit défrichement dit de plus en plus de terres agricoles, donc de plus en plus de cultures, donc de plus en plus de récoltes aussi également, qu'il faut bien stocker aussi. Ce phénomène est tellement important qu'il se mesure aujourd'hui encore dans les parcellaires, quand on peut voir l'avancée et les différentes bandes qui sont gagnées au fur et à mesure progressivement sur la forêt, l'implantation des villages et la mise en culture. Il y a un climat qui est relativement propice à cette période aussi, puisque jusqu'à peu près où ça commence à changer vers le XIVe siècle, depuis le VIIe siècle jusqu'au XIIe, XIIIe, il y a visiblement un climat qui est en léger réchauffement et qui bénéficie, qui permet effectivement aux cultures de bénéficier de cet apport. Il y a également la propriété de la terre et les grands domaines. C'est-à-dire qu'à cette époque, plus on a aussi les grands monastères qui sont déjà beaucoup développés. On a en plus, à la fin du XIe siècle, on a la création de l'ordre cistercien qui va avoir une gestion très très fine et très raisonnée de ses possessions et de ses domaines, de façon à avoir une économie vraiment très, très importante et très productive. Alors, comme je disais, par rapport au défrichement, il y a aussi la question des rendements qu'on a vu par rapport au climat, en sachant que les terres nouvellement défrichées sont souvent beaucoup plus sont bien meilleures en fait en termes de rendement pour les grains pour les premières années. Après, la terre s'appauvrit, il faut ensuite, comme pour les autres, l'amender ou effectivement l'enrichir de différentes manières de façon à pouvoir lui redonner cette capacité de plein rendement. On a également tout le développement,
qui sont déjà existantes bien sûr, mais toutes les taxes sur la terre et la production, donc tout ce qui va être les dîmes par exemple, ensuite la dîme ecclésiastique, la dîme seigneuriale également, on a plusieurs types de dîmes. On a différentes dîmes aussi, comme par exemple les novales, qui concernent les terres nouvellement mises en culture. On a d'autres taxes également qui sont prises sur la production, comme le champard, qui consiste encore une fois un prélèvement d'une partie de la récolte, qui selon les endroits différents. Donc on a ces grands domaines seigneuriaux, ecclésiastiques, monastiques, qui, au travers des achats, des donations de terres, etc., forment effectivement des vastes étendues de culture qu'il va bien falloir moissonner, engranger, redistribuer, etc. Donc comme on le met en avant assez souvent, puisque il se trouve qu'il y a beaucoup des granges qu'on a dans l'Oise sont effectivement cisterciennes, on met toujours souvent en avant effectivement le rôle des cisterciens dans cette espèce de rationalisation à l'extrême de la gestion d'un domaine, notamment la construction d'un domaine, d'une grangia, comme on le voit pour Chailly, part toujours d'une donation de terre qui est faite, et ensuite on a d'autres donations, on a des achats, et une fois qu'un domaine est constitué, on y crée la grangia dessus, pour exploiter tout ça. Et ensuite, au cours d'échanges, au cours de nouveaux achats, le but, souvent des exploitations, étant de concentrer au maximum l'ensemble des parcelles agricoles autour du domaine, de façon à ne pas avoir aller un bout ici, un bout là-bas, de façon à pouvoir vraiment avoir une gestion raisonnée. On sait également que la pratique de l'assolement triennal est vraiment mise en œuvre globalement dans tous les domaines cisterciens. L'étude qu'a fait Charlie Hounet de la grange de Voleran, à partir des sources, etc., montre bien le découpage du territoire et cette pratique réellement importante de l'assolement triennal. Comme je viens de l'évoquer là plusieurs fois, j'ai parlé de grange monastique, mais aussi un petit peu de grange seigneuriale. On en vient à la question justement du pourquoi ne parle-t-on plus de grange dîmière, parce qu'on a toujours dit grange dîmière. En fait, l'appellation est incorrecte, parce que ça implique qu'il existe des granges dédiées uniquement au stockage de la dîme. Or, on n'a aucune trace dans les sources qui attestent du fait qu'une grange ne stocke que de la dîme. On a effectivement, bien sûr, une partie de la dîme qui est stockée, en plus de toutes les autres cultures qui sont liées au domaine. On a la mention, par exemple, de la dîme de lieu restauré, à prendre sur les terres de Feigneux, dont le produit serait conservé dans la grange d'Audrival. C'est un conflit entre la confrérie de Saint-Arnoux et l'abbaye de Maurienval en 179. Donc, on a bien de toute façon la mention qu'il y a des dîmes qui sont conservées dans les granges. J'ai également mis un petit extrait de texte qui concerne la grange de Noroît, 1257, et qui est intéressant parce que du coup, on fait une précision particulière de la partie de la dîme. Il dit après, ils sont tenus hébergiers en la grange devant dite, telle partie comme j'en ai de dîme, duquel la clause Pâques sans plus. En gros, c'est toute la récolte qui va de septembre à Pâques, mais qui concerne une partie de la dîme. Mais encore une fois, il n'y a pas ici, en plus en bas il y a marqué le dîme commune. On n'est pas sur un bâtiment où on stocke que la dîme qui appartiendrait à une seule entité. De plus, il y a probablement des espaces de transition dans ces granges. On y amène les gerbes, on les conserve, on les traite, ensuite elles sont redistribuées. Donc il y a effectivement le produit de l'agriculture du domaine et également de la dîme. Donc on en vient aux autres appellations, grange monastique, grange seigneuriale, grange cistercienne. Celles-ci sont globalement toutes justes puisqu'il y a des granges qui appartiennent à des abbayes, il y a des granges qui appartiennent à des chapitres ecclésiastiques, il y a des granges qui appartiennent à des seigneurs laïcs, et également des granges cisterciennes puisqu'ils appartiennent à des cisterciens. Juste, voilà, pour ce terme de dîmier. Ensuite, les granges, d'un point de vue maintenant plutôt architectural, leur présence dans le paysage, quelles sont leurs caractéristiques pour ces granges qu'on va appeler, pas dîmières, du coup pas monastiques, pas seigneuriales, ou alors en fonction des cas, mais qu'on pourrait à la limite appeler peut-être grange médiévale.
si effectivement elles sont contenues dans la période qui nous concerne. Mais on va voir qu'il y a à une certaine époque un basculement et la grange telle qu'on la connaissait à l'époque médiévale, à l'époque moderne, change de faciès. Donc peut-être que le terme de grange médiévale est suffisamment générique, ou alors on peut utiliser juste grange peut-être. Ici, vous avez 4 granges qui sont présentées, toutes différentes, relativement de profil, toutes médiévales. Alors, il y a en haut à gauche, vous avez la grange de Vaumoise, qui se trouve patrimoine Crépy, qui celle-ci est peut-être tardive pour la période médiévale, mais peut-être qu'elle s'appuie aussi sur une base plus ancienne. En haut à droite, vous avez la grange de Varnavillers, à Rouvillers, qui celle-ci est une grange du XIIe siècle, pour le coup. La grange de Voleran, en bas, qui est une grange du XIIe siècle également. Alors, Voleran, c'est du côté de Villeron. En fait, on est près de Louvre. On est un peu plus loin. Et alors, la 4e en bas à droite, j'ai complètement triché parce que c'est une grange du Loiret, en fait. Et c'est la grange de Flux. Pourquoi je l'ai représentée? Simplement parce que c'est une des seules granges seigneuriales laïques attestées qu'on connaisse dans les textes, en fait. Parce que la problématique de tout ça, c'est qu'une grange, c'est bien beau, mais si on n'a pas un texte qui dit à qui elle appartient ou quoi que ce soit, c'est un peu difficile de faire une attribution. Donc la grange de Flux, en bas à droite, elle est bien, c'est une seigneurie laïque. Donc on note des architectures complètement différentes. D'autant que Vaumoise, peut-être qu'elle est seigneuriale, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas à qui elle est, cette grange, on n'a pas trouvé de mention pour l'instant, donc un statut un peu neutre, on va dire. La grange de Varnavillers, elle dépend de l'abbaye d'Oursan, et celle de Voleran dépend de l'abbaye de Chaly. Donc, des architectures, je dis des architectures, mais il y a quand même des points communs un peu génériques, notamment qu'on va retrouver au travers de ce plan massé rectangulaire de dimensions variables. En haut à droite, vous avez le plan au sol de la grange de Fourcheret, et en bas à gauche, celui de Varnavillers, justement, de Rouvillers. Alors Voleran, par exemple, j'ai pas mis le plan, mais il est sur notre diapositive, c'est 72 mètres sur 23 mètres. C'est gigantesque. Alors il y a toute une partie qui est dédiée au passage, mais le reste c'est du stockage. Fourcheret 52 par 19, Varnavillers 33 par 18, Beaulieu-de-Vieux, qu'on trouve effectivement sur la route entre Crépy et Senlis, à l'est, sur la montagne de Rosières, où on a d'ailleurs également d'autres fermes, la ferme de la montagne et même des fermes à Rosières, un peu plus loin. Donc la taille des granges varie énormément. C'est qu'elles sont en lien aussi, normalement, avec la surface agricole exploitée. On part à un moment d'un domaine, on y construit la grangia, donc toute la ferme autour, et la grange qui va avec pour stocker tout ça. Au fur et à mesure de l'évolution des terres, c'est une chose que je n'ai pas précisée, normalement, les abbayes ne sont pas censées avoir des possessions qui sont normalement à plus de 30 km du lieu où elles se trouvent. Donc, par exemple, la grange de Fourcheret ne peut pas avoir normalement de possessions qui sont situées à plus d'une dieta, d'une journée de marche en fait. On va voir que au bout d'un moment c'est plus toujours vrai, malgré les échanges etc. Il arrive que parfois on se retrouve avec des granges assez lointaines et on va créer parfois des granges, du coup les granges principales vont essaimer en créant de plus petites granges un peu partout. On en a même notamment qui sont des granges de bordure qu'on appelle les bordailles justement, comme par exemple on peut avoir la grange des Bordes à côté de Raret, et qui est pour le coup pas à 30 km de Fourcheret, mais dépend de l'abbaye de Chaly. Donc on a ce plan massé avec les contreforts. Alors là, juste pour montrer autre chose, ça c'est la grange de Barcé-Mélé qui se trouve à côté de Tours dans l'Indre-et-Loire. C'est juste pour montrer qu'on n'est pas limité non plus à une division de l'espace avec les piliers comme on a vu juste avant. On n'est pas limité à une division en 3 de l'espace par ces 2 rangées de piliers. Ici, par exemple, voilà, on a 5 rangées sur 13 travées. J'ai pas réussi à retrouver le document, mais il a également étudié par Christophe Wissenberg des granges de Clairvaux. Il y en a une, je crois qu'elle a 7 ou 9 travées. Alors elle fait pas 72 mètres, mais
on a hormis ce plan rectangulaire, on peut avoir plusieurs configurations. On retrouve assez souvent, la plupart du temps même, des maçonneries contrefortées. Là, c'est le pignon qui donne sur la rue à Barbery de la Grange dite de Montmartre. On trouve également les gouttereaux. Alors les gouttereaux, les pignons, c'est les murs qui se trouvent... c'est la partie au bout de la moins large, en fait. Je vais expliquer Et les gouttereaux, effectivement, ce sont les murs de côté, ceux qu'on dit rive sur rue. Là, on est sur une ferme qui se trouve à Rully, rue de Cons. Et on a ces contreforts que l'on trouve tout le long du gouttereau. Il n'y en a pas sur le pignon, par exemple. On a des ouvertures et des circulations. Alors ici, par exemple, on a la grange de Froidmont, qui vient de l'abbaye de Froidmont, qui est une abbaye cistercienne aussi, qui se trouve du côté de Bailleul-sur-Théron. Et on a cette grande porte, cette grande entrée charretière qu'on trouve dans l'axe de la grange, sur le pignon. Donc on traverse, on passe donc l'ensemble du bas-côté est dédié à la circulation. On trouve également des entrées sur gouttereau. Alors ici, c'est la grange qui se trouve à Pompron, juste à côté de l'abbaye de Montsaint. Ces différences de gouttereau-pignon, elles sont pas toujours très nettes, parce que du coup, on a l'impression que parfois, Chailly utilise principalement pour ses granges des entrées axiales, des entrées sur pignon, comme à Vaux-Laurent par exemple également, où on traverse, ou à Fourcheret, où l'entrée se trouve dans le vaisseau principal, alors qu'à Vaux-Laurent, elle se trouve dans un des bas-côtés. À Beaulieu-le-Vieux, par exemple, elle se trouve sur le gouttereau, comme pour la grange de Pompon ici. Je pense également aux autres granges qu'on trouve près d'Estrée-Saint-Denis, comme Hérenne et Heureuse, qui sont également d'autres granges cisterciennes, pour le coup, dont les entrées sont également sur gouttereau. Alors, on a dit qu'effectivement on avait des entrées sur gouttereau à une certaine période, mais qu'à la base c'était plutôt sur les pignons. Il faudrait faire une étude vraiment du corpus pour réussir à des datations, observer archéologiquement effectivement les différentes granges pour voir qu'est-ce qui a été modifié. Est-ce qu'on n'avait pas une entrée sur pignon à la base qui a été transformée en entrée sur gouttereau à une époque, etc., etc. Ça bouge aussi dans le temps. On a tendance à boucher certaines ouvertures. Un des effets les plus visibles, c'est souvent que dans ces granges, l'ouverture principale a été agrandie de façon à faire pouvoir passer le matériel agricole actuel. Notre caractéristique, c'est le haut du pignon est quasiment toujours ouvert avec des baies qui servent, alors là elles sont fermées, mais elles ne le sont pas, elles servent plutôt à l'aération en fait, puisque elles servent à l'aération de l'ensemble de la grange, puisque le but c'est d'avoir une conservation optimale, c'est-à-dire de garder une certaine température à l'intérieur de façon à ce que les gerbes et le grain ne bougent pas trop. En fait. Donc du coup, on avait également cet effet de renouvellement de l'air, de façon à créer ces conditions optimum pour la conservation du grain. Comme je le disais, avec ces rangées de piliers qu'on a, on a une division de l'espace intérieur. Ici, comme la plupart j'ai montré, effectivement séparés en 3 parties, avec un vaisseau central et 2 bas-côtés. Ici, on est sur la grange de Vaux-Laurent, où vous avez toute une série de part et d'autre d'arcades en pierre qui vont de pignon à pignon et qui supportent également la charpente. Ici, on est sur la grange de Montmartre, à Barbery encore, et on se trouve par contre avec une architecture légèrement différente, puisqu'ici, ce n'est pas des arcades en pierre, mais bien des granges sur poteaux. Mais le résultat est le même, on a une division de l'espace. Alors, on va retrouver ces granges sur poteaux de bois sur d'autres bâtiments, de même que les arcades. Il y a encore une fois quelques différences qui semblent liées notamment à l'appartenance de la grange. Par exemple, que ce soit Vaux-Laurent, Fourcheret ou Fay, où on retrouve ces arcades maçonnées, alors que par exemple du côté de Barbery, voilà, Montmartre, Beaulieu, on va être sur des granges à poteaux de bois.
Cette division de l'espace intérieur, elle est intéressante. Ça, c'est un plan de répartition des céréales de la grange d'Adulvesnasa à Walton, en Angleterre, qui sont issus des livres, les Domesday Book, qui sont les livres de gestion un peu des domaines. Donc ici, grâce à ce livre, a pu être représentée l'organisation interne d'une grange avec ses espaces de stockage. Donc on y voit ici que moitié-moitié, d'un côté on a de l'avoine, de l'autre côté on a des blés d'été, et un peu à droite à gauche on va trouver de l'orge. Par exemple le barley qu'on trouve en haut et en bas, c'est de l'orge. Et on trouve d'en bas à droite également des blés d'hiver. Donc on stocke visiblement plusieurs récoltes dans ces granges. C'est-à-dire que malgré, par exemple, alors ici c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, mais malgré la pratique de l'assolement triennal qui vaut que sur l'ensemble du domaine, il y a une partie qu'on n'engrange pas, puisque un tiers est laissé en jachère, il y a visiblement une rotation des récoltes, et même des récoltes de différentes saisons qui vont se côtoyer, puisque dans ces granges, on peut garder les grains pendant plusieurs mois, en fait. Donc, l'idée, c'est de les mettre à l'abri rapidement, de pouvoir les traiter par la suite, c'est-à-dire faire le battage, récupérer simplement le grain, et l'engranger, lui, dans des greniers, ou vendre. Donc ce document est vraiment très très intéressant pour la compréhension de l'espace des granges. On a également une autre mention. En 1591, on a la grange de Bourterould, qui se trouve en Normandie, je crois, où il est précisé que lorsqu'il y a une visite du site, on dit que la grange est séparée en deux, et qu'à d'un côté on a 5000 gerbes de blé, et de l'autre on trouve 3600 gerbes d'avoine. Donc ce phénomène effectivement de répartition des céréales se retrouve un peu partout. De ces granges, il y a ce qu'on appelle la surface de stockage utile, c'est-à-dire ce qu'on a au sol, sachant qu'avec la charpente, comme on l'a vu sur l'autre photo où vous voyez les arcades, les charpentes se trouvent souvent entre 7 et 10 mètres l'entrée. On stocke, par exemple à la grange Saint-Lazare de Beauvais, a été retrouvé lors de l'étude archéologique de la charpente, des céréales, des brins, des gerbes de paille, etc., prises dans les assemblages. Donc on a engrangé jusqu'à 10 mètres à cet endroit. Globalement, on se retrouve souvent avec des engrangements qui sont au moins à 7-8 mètres. Donc on a tout cet espace au sol qui est dégagé de l'espace de circulation, on a tout cet espace au sol qu'on peut utiliser, sur la hauteur effectivement d'une gerbe, multiplié effectivement par ces 7 ou 8 mètres sur lesquels on peut les engranger. Donc on se retrouve par exemple à la grange de Beaulieu-le-Vieux, qui ne fait que 29 mètres par 15, ça donne au final 1540 mètres carrés d'engrangement tant au sol que sur la hauteur en fait. On sait que le Beaulieu-le-Vieux, les terres en 1653, on a environ 272 hectares à engranger. En enlevant la jachère, on sait qu'on engrange 1183 mètres carrés. Alors peut-être qu'on n'engrange pas à la même hauteur partout, peut-être qu'on y stockait également d'autres peut-être un produit de la dîme ou autre, parce que aujourd'hui la grange de Beaulieu-le-Vieux, c'est pareil, explicitement on sait qu'au XVIe siècle elle est seigneuriale, elle a été rachetée par quelqu'un, mais on ne connaît pas vraiment son histoire avant cette période. Donc peut-être qu'on y stockait des dîmes ou autres aussi également. Entre le rapport de cette grange de Beaulieu qui est relativement de petite taille, on peut faire un petit rappel. Alors c'est que effectivement pour des datations tardives qu'on a l'étendue des terres, puisque qui ne correspond pas vraiment à celui qu'on avait à l'époque de constitution des domaines dès le XIIe ou XIIIe siècle. On voit par exemple que dès le début du XIV, à la fin de constitution des domaines de Voleron, on est à 400 hectares d'exploitation, ce qui fait partie des vraiment grosses, par les plus grosses exploitations des environs. Mais on retrouve effectivement toujours des choses qui même au XVIIe, XVIIIe, c'est-à-dire qu'après, potentiellement qu'une bonne partie des terres ait été vendue ou donnée, ou on s'est un peu dépossédé de ces grands espaces, puisque à la suite de la guerre de 100 ans, il a bien fallu remettre tout ça en culture, et parfois on n'avait pas les bras, pas l'argent pour assumer, etc. Donc du coup, il était parfois mieux de diviser, de pouvoir vendre un peu de terre pour faire un peu d'argent. On avait un domaine qui était moindre, mais au moins qui était exploité. Donc on tourne toujours quand même aux alentours pour ces granges-là d'entre 150 et 200 hectares. La plupart ici, mis à part
Beaulieu dont on ne connaît pas, mais Festin, Fourcheret, Voleranz et Chaly. La ferme de Saint-Victor, elle se trouve à Reuilly, et c'était la ferme du prieuré de Bray. Saint-Victor de Bray. Bray-sur-Ornaise. Alors, après avoir parlé de la grange, je reviens un petit peu sur le terme de grangia, justement, qui correspond à la ferme, puisque là on parle un peu de l'architecture de la grange, mais lorsqu'on constitue le domaine, il y a tout un tas d'éléments qui vont ensemble. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver justement de relativement commun à tout ça? On a d'abord la délimitation par un mur de clôture. Ici, vous avez une vue aérienne de la grange de Fourcheret. Je prends celle-ci parce que il reste tout le côté qui borde la route. On a encore un bâtiment des convers qui date du XIIe ou du XIIIe, une porterie qui a été ajoutée postérieurement, mais probablement XIIIe, XIVe siècle. Et donc, on a une représentation de ces clôtures qui enserrent, enfin, de ce mur qui va enserrer l'exploitation. On retrouve cette organisation autour d'une cour centrale assez souvent, donc les bâtiments sont placés à l'intérieur de la clôture bien entendu, mais souvent autour ou alors un peu plus dans l'intérieur. Ici c'est une vue aérienne de la grange de Beaulieu-le-Vieux avec un petit focus sur la grange. On voit que l'espace central, celui qui est en herbe, il y a un grand pédiluve qui s'y trouve. C'est une donnée qu'on va retrouver dans beaucoup de granges, dans beaucoup de fermes également. Ici, on a la vue aérienne du prieuré de Bray. Donc, on retrouve ici un pédiluve, on a l'église qui est ici, la chapelle qui se trouve ici. On a des bâtiments, plutôt pour le coup celui-ci, mais qui est tardif, donc il doit y en avoir un avant, de forte chance, mais du coup qui est une grange assez élevée, peut-être plutôt tardive, plutôt d'époque moderne. Mais on retrouve ce pédiluve central et également la présence d'un colombier qu'on va retrouver sur d'autres sites également. Voilà. Par exemple, à gauche, on a celui de Voleranz. À droite, c'est un colombier volière qui se trouve au-dessus du portail d'entrée de la grange de Beaulieu-le-Vieux. Il faut savoir qu'encore une fois, ces colombiers, alors ils sont parfois tardifs, on en trouve beaucoup à partir du XVIe siècle, mais un colombier, ça ne s'érige pas comme ça dans son jardin. Un colombier comme celui de gauche de Voleranz, sur pied, il peut y avoir plusieurs dizaines, plusieurs milliers de boulins, pardon. Ça demande de fait d'avoir, c'est un privilège seigneurial, donc ça demande d'avoir un bas droit de justice ou également un certain nombre de terres. La volière qu'on a par exemple au-dessus de Beaulieu, on est plutôt sur des petits propriétaires, puisque si effectivement il n'est pas en pied, c'est-à-dire qu'en gros la volière, le colombier ne va pas jusqu'au sol, on peut l'édifier même si on est juste un petit propriétaire et qu'on ne dépasse pas un certain nombre de boulins. Alors à cette époque, quand on fait des colombiers vers le XVIe siècle, il y a beaucoup de procès justement de gens qui eux ont le droit légitime à de beaux colombiers et qui veulent faire démonter un peu à tous les petits seigneurs qui en font à droite à gauche, veulent leur faire démonter parce que c'est un peu leur privilège. On trouve également parfois des pressoirs, puisque par exemple pour l'abbaye de Chaly, il y a des granges qui sont également pas seulement à vocation agricole, mais avec d'autres activités artisanales. On a des agro-pastorales, on a aussi d'autres, on va avoir par exemple une tuilerie comme à Comelles, et on en trouve d'autres où effectivement il y a des pressoirs sur le site, donc probablement une production de vin issu. Alors, est-ce qu'effectivement ils exploitaient la vigne eux-mêmes ou est-ce qu'ils recevaient le raisin pour le traiter? C'est une autre question. C'est Fourcheret parce que il en reste un. Il reste ce bâtiment dit des convers, puisque l'exploitation en faire valoir direct qu'assuraient les cisterciens de Chaly sur l'exploitation de Fourcheret se faisait également à l'aide de moines convers. On a d'autres. Le problème, c'est que sur beaucoup d'autres fermes, il y a des remaniements importants qui ont été faits. On n'a pas nécessairement de traces de logis anciens. Donc aujourd'hui, on a celui-ci, mais il y en a probablement d'autres qui sont à chercher quelque part sous les maçonneries d'autres bâtiments plus modernes. On trouve également parfois des chapelles. Alors à gauche, c'est un plan terrier de 1628 qui représente encore une fois Fourcheret.
où on peut voir qu'avant, effectivement, il y avait une chapelle sur le site, à côté de la grange qui se trouve ici. On retrouve la porterie ici et le bâtiment des Convergents. On en trouve également une à Beaulieu-le-Vieux, mais celle-ci est plus tardive. Il y en a sûrement eu dans d'autres sites, le problème c'est qu'aujourd'hui on n'en a plus nécessairement la trace, où il faudrait reprendre l'étude de nombreux domaines en faisant un focus réellement sur eux pour pouvoir essayer de comprendre toute l'organisation et les bâtiments. Alors des éléments de défense c'est pas le bon terme, il est un petit peu, c'est plutôt au moins des éléments ici d'observation, puisque du coup on a cette tour de guet sur Voleran, qu'on va pouvoir retrouver également. Alors là on change d'endroit, on est à Ully-Saint-Georges. On a également cette grande grange avec cette tour qui fait partie probablement d'un mur fortifié ou non, mais qui visiblement permettait d'accéder à un grenier ou effectivement de faire de l'observation. Toujours cet aspect de défense, on a encore la ferme de Fourcheret justement avec cette porterie, donc ajoutée postérieurement, où on peut voir ici une porte charretière et ici une porte piétonne, avec une espèce de maçonnerie en avant-corps, et avec ce qui forme entre les deux une sorte de machicoulis sur lequel, en cas d'attaque, on pouvait potentiellement jeter des pierres ou autres projectiles. Pour le fait est qu'en termes de défense, c'est pas extrêmement efficace. C'est plus probablement pour un impact psychologique, montrer qu'ici on est fortifié, ici on ne pénètre pas comme ça, il y a moyen de se défendre. Donc on le retrouve chez Fourcheret, on le retrouve également à la ferme du Grand Logis, à Baron, qui est une grange qui est encore de Chaly et qui émane de Fourcheret. Donc on retrouve cette espèce de porterie qui donne directement sur la rue de Baron. Alors, après avoir vu ces quelques points sur l'architecture plus ou moins commune et caractéristique de toutes ces granges médiévales, juste un petit point avant qu'on parle de quelques granges en particulier du territoire. Voici une petite carte qui est pas du tout un travail exhaustif, mais qui, au fur et à mesure des mentions, des choses que l'on connaît, des travaux qui ont été faits ou autres, dresse un petit peu un bilan pour cette partie, parce qu'il y en a d'autres un petit peu partout dans l'Oise, mais pour ce quart sud-est de l'Oise, voilà un petit peu ce qu'on peut trouver comme grange. Alors, il y en a certaines qui sont médiévales, il y en a d'autres qui sont mentionnées sur d'autres couleurs parce que il y a des mentions médiévales, mais aujourd'hui elles ne le sont plus. On n'en trouve pas du tout de traces. Il y a d'autres éléments qui sont d'une autre couleur parce que c'est simplement des mentions. Et puis parce qu'il y a des granges qui sont mentionnées et qui ont tout simplement disparu également. Voilà. Donc ça c'est juste pour cette partie du territoire. Sachant que quand vous allez plus du côté de Beauvais, le nord entre Estrée, Saint-Denis, etc., comme je disais, vous avez plus loin également l'abbaye d'Ourscan, mais il y a l'abbaye de Froidmont, l'abbaye de Lannoy, l'abbaye etc. Et à elles seules, elles ont toutes créé au moins 27 granges au XIIe, XIIIe siècle. Donc voilà, ça s'additionne un peu partout pour créer un vrai maillage du territoire. On note qu'effectivement, sur la partie vraiment sud-est de l'Oise, ça manque un petit peu de données pour l'instant. Mais ça saurait au fur et à mesure du temps, effectivement, s'augmenter. J'ai mis en fond de carte la carte géologique de l'Oise, qui permet de voir un petit peu également où s'implantent ces granges. Alors, vous avez le gros des granges comme Fourcheret, ferme du Grand Logis, etc. On est sur le plateau du Valois, sur les terres leuciques, les terres limoneuses qui sont très très bonnes. Donc, du coup, on réserve l'espace ici. On s'implante un peu partout. En jaune, on commence à être effectivement sur plus du limoneux calcaire, mais peut-être du limoneux sableux en bas des pentes. Donc du coup, les terres sont un peu moins bonnes. Donc on s'implante un peu à l'extérieur. On pousse un petit peu plus loin. Et on voit que le territoire est manié. Donc pour en dire quelques granges. Alors, on va commencer par une grange historique. C'est la grange de la Houette. Cette grange, elle a complètement disparu. Ici, c'est une représentation de 1609.
avec un petit zoom. Alors, il y a bien marqué la Watt en dessous, hein, mais c'est un peu... où on voit effectivement une maison et un bâtiment ruiné. Je ne sais pas si c'est exactement celui-ci, mais la Watt, dite aussi, qui était une possession de Saint-Arnoux, de Crépy, elle est mentionnée en 1183, puisque c'est là que se rencontrent Philippe Auguste et Philippe de Flandre, en fait, lorsqu'ils ont le conflit autour de la succession due à la femme de Philippe Auguste. Pour le coup, il y a un grand conflit entre le comte de Flandre et Philippe Auguste, et il se règle partiellement par une entrevue qui se passe dans cette grange qui est mentionnée. Donc, on a peu de mentions de grange historique, mais on en a au moins une ici. Donc, celles-ci ont disparu. Elle se trouve entre... quand vous venez de Senlis, c'est juste avant Borin. C'est juste après Borin, c'est juste après le pont de la SNCF, en fait. Il reste encore un toponyme qui s'appelle la Watt, en fait, près de Trumilly. On a également des granges disparues, alors qui sont que des mentions textuelles. Du coup, on a la grange de Chavercy, qui se trouve également du côté de Trumilly, dans ce côté-là. Due aux possessions de Thibaut de Gonesse, elle est mentionnée pour une donation de blé aux religieux de l'abbaye Saint-Vincent de Senlis, au XIIe siècle. On a la grange de Brasseuse, qui appartenait au bouteillier de Senlis en 1187. Donc, celles-ci, elles sont des granges disparues, mais ce sont surtout des granges seigneuriales, en fait. Donc, on a la mention, mais on n'a plus la grange. Donc, après, un point à apporter par rapport à ça, c'est que grange monastique, grange ecclésiastique ou grange seigneuriale, mis à part quelques détails particuliers, qui va être dû aux moyens investis, ou par exemple une volonté un peu ostentatoire, les constructeurs de granges, les maçons, les charpentiers autres, sont probablement tous les mêmes. Il n'y a pas un corps qui fait des granges monastiques et l'autre qui fait des granges seigneuriales. Tout le monde, a priori, travaille pour ces mêmes entités. On trouve également dans la toponymie ces mentions de granges. Alors, dans des sites où il n'y a plus de granges, mais dans d'autres sites où il y a effectivement des granges qui sont toujours là. Donc la grange Écart de Mortefontaine, la Grangemont à Bonneuil-en-Valois, là il y a encore une grange par exemple. La grange des Champs et Écart de Brasseuse, est-ce que c'est celle dont j'ai mentionné avant, qui est une des granges disparues? Est-ce que ça pourrait être celle-ci? Est-ce que c'en a une autre? C'est un peu difficile de lier comme ça les indices sans plus de précision. Et je mentionnais également les bornes, qui n'est pas un toponyme de la grange, mais qui désigne également ce type de bâtiment, ce type d'établissement. Alors on va revenir sur quelques granges plus particulièrement. Donc ici, encore une fois, la grange de Fourcheret. On retrouve cette façade avec ses ouvertures axiales, le pignon contreforté, ce grand vaisseau de 52 mètres de long. Il y a une différence et tout par rapport à ce que je disais au niveau des particularités, c'est que la façade est belle. Alors, cette façade, elle n'est pas de la même époque que le bâtiment, elle a été rajoutée a posteriori, mais peu de temps après. Mais cette façade, elle se veut belle. Le petit quadrilobe, les lancettes sont soignées, les rouleaux effectivement de la porte charretière. On se trouve du côté de la cour. Pour ceux qui connaissent la grange de Fourcheret, quand vous venez de monter Pillois par le chemin, si vous voyez l'autre pignon, on n'est pas du tout dans la même construction. De l'autre côté, c'est pas moche, mais c'est maçonné, il n'y a rien de très particulier en fait. Là, on est dans la cour, on veut également montrer qu'on a de l'argent, on veut impressionner, donc on a une belle façade. Donc on sort du cadre effectivement utilitaire simple du bâtiment dans ce cadre-là. Donc le plan au sol que je vous ai montré tout à l'heure, on voit effectivement à partir d'ici, on a toute la grange d'origine, celle qui est dès le XIIe siècle. Et ici on a la partie qui a été rajoutée en amont, donc elle a été agrandie. Ça c'est une vue de l'intérieur de la grange, donc on voit la séparation de l'espace interne par ces grandes arcades maçonnées qui soutiennent une charpente de profil XIIIe siècle. Alors, cette charpente, contrairement à d'autres, elle n'a pas été datée par l'endroit chronologie, donc on n'a pas la date précise, mais son profil, pour le coup, par
rapport aux connaissances d'autres charpentes, est à mettre dans l'époque du XIIIe siècle. Je ne vous en parle pas plus, parce que les charpentes, ce sera l'objet d'une autre conférence. On revient sur la ferme de Varnavillers, donc une vue aérienne, qui permet de prendre conscience un petit peu également de la taille de la ferme. Alors, c'est un peu particulier parce que à la base, c'était qu'une seule exploitation, et à une époque, elle était scindée en 3. Donc du coup, on a des bâtiments, il y a des accès qui ont été aménagés un peu partout, au nord, à l'est et au sud. Donc du coup, on a cet espace un peu particulier avec des bâtiments partout. Mais ça permet de voir qu'on retrouve, alors non pas un pédiluve ici, mais un étang en plein milieu. Alors cette grange, pour le coup, son entrée, a priori, elle n'est pas axiale, elle ne se trouve pas sur le pignon. D'après les observations rapides qu'ont pu être faites, je vais y faire une visite le week-end dernier pour pouvoir apprécier un peu le bâtiment. Je suis pas resté très longtemps, mais il n'y a visiblement pas de traces visibles en intérieur ou en extérieur d'un passage axé sur le pignon. Pourtant, comme on peut le voir ici, on a des retraits de maçonnerie, ça forme des petits glacis entre les contreforts. On va retrouver ça sur d'autres granges, ça permet effectivement de doubler le mur, notamment au niveau de l'ouverture. Ou alors est-ce qu'il y avait également un passage charretier qui était sur les bas-côtés? Le problème c'est que elle est visiblement dans son jus, mais il y a quand même eu beaucoup de remaniements. Le propriétaire actuel continue à en faire, puisque du coup il la maintient en état. Parce que, effectivement, celle-ci a daté également du XIIe siècle, donc les maçonneries ont le temps de bouger. Donc il fait ce qu'il faut pour, mais forcément ça cache un petit peu la lecture parfois. Tout comme effectivement la rangée de contreforts qu'on peut voir le long du goutreau, tous ne sont pas d'origine, il y en a qui ont été rajoutés a posteriori. Une autre particularité, ça c'est son plan au sol, c'est que c'est la seule à avoir des piliers circulaires. Globalement, sur tous les autres, on se retrouve avec des piles carrées. Pour ceux qui ont des arcades maçonnées, on se retrouve avec des grosses piles carrées, parfois des octogonales. Mais globalement, c'est la seule qui possède effectivement, ici, du moins dans l'Oise, ces piliers circulaires. Alors voici, quand on est à l'intérieur, donc on avait dit 33 mètres de long, également, 33 mètres pour une quinzaine de large. On a ce grand vaisseau couvert par la charpente qui repose effectivement sur les cours de sablière supportés par les grands piliers. Par rapport, ici encore une fois on peut le voir, par rapport à l'auréum qu'on pouvait retrouver en fouille ou dans la présentation avant le XIIe siècle, on note ici qu'effectivement un auréum c'est simplement une grange dont on aurait remplacé les piliers par de leurs goutreaux en fait. Là les bas-côtés ils sont rajoutés, c'est un ajout. La grange de Voleran. Alors encore une vue aérienne, j'ai mis des vues aériennes parce que du coup ça permet de se rendre compte un petit peu de la taille du bâtiment et également de l'organisation de la cour intérieure. Alors on retrouve effectivement un pédiluve, tout de même un étang avec un colombier. Cette grande façade toute maçonnée en pierre de taille, il y a ça également, au Fourcheret c'est que la pierre de taille, ici c'en est également, à Varnavillers c'en est aussi, la mise en œuvre pas tout à fait la même, quand on voit effectivement la façade de Fourcheret, elle est très soignée, même dans la mise en œuvre et la taille des pierres. Mais ici on retrouve ces grandes baies également qui servent à éclairer la nef, le vaisseau principal du moins, et à créer l'aération, puisque on se sert de l'entrée, justement là où donne également la lumière, comme aire de battage, puisque du coup il y a la porte qui est ici, ça permet d'aérer. Donc soit on redescend les gerbes, on sert également de cet espace d'entrée comme espace de battage, et ensuite on transporte le grain. Donc ici il y a un passage charretier qui est sur le côté, et un passage qui doit être celui d'origine qui est central. Donc on a modifié à partir d'un moment, alors il n'est pas vraiment possible de dire, vu que ici ça a été remanié pour le passage des gros engins au niveau de la partie haute, on a maintenant
un poitrail en bois qui forme le linteau. Mais peut-être qu'avant ce remaniement, il y avait déjà une porte qui était postérieure à celle-ci, mais qui marquait déjà une évolution de la circulation dans la grange. Peut-être qu'à un moment, on est passé sur une exploitation plus importante, ou alors on avait besoin de stocker plus, et on s'est dit, on perd peut-être moins. On perd peut-être moins en passant sur le côté qu'en continuant à passer par le centre. Il y a également d'autres cas où effectivement les entrées ne sont pas toujours traversantes. Celle de Beaulieu, effectivement, elle est de goutreau à goutreau, et il y en a d'autres qui sont de pignon à pignon, mais il y en a certaines où il n'y a qu'une entrée en fait. Donc du coup, là on n'a pas le choix que de dételer et de faire demi-tour et de repartir. Alors voilà le plan de la grange de Voleran, donc 72 mètres. On regarde encore une fois qu'ici il n'y a pas de distinction au sol entre toutes ces granges. Les piliers, le plan rectangulaire. Voici une vue de l'intérieur avec les grandes arcades. Une autre grange qui n'est pas de Valo non plus, mais du coup celle-ci elle est assez connue, donc c'était intéressant de la mettre, c'est la grange de la Maladroïque Saint-Lazare de Beauvais, qui a été restaurée récemment, qui elle pour le coup dépend de la Maladroïque Saint-Lazare. Donc on est toujours effectivement dans le religieux, mais on n'appartient pas à Chaly par exemple ou Ourson. Donc là l'entrée d'origine est bel et bien par contre sur le bas-côté. Cette grange elle est également 12e. On voit en haut les deux grandes baies en lancette, les deux grandes baies qui ont été comblées, qui servaient donc à la ventilation et à l'éclairage de l'intérieur de l'édifice. On a ici son plan, donc on voit bien effectivement la circulation. La grange de Montmartre, que j'ai déjà évoquée une ou deux fois au travers des particularités justement architecturales, et son intérieur. On va voir la ferme de Pompoint, mais d'un autre point de vue. Alors du coup, à droite, c'est bien sûr l'abbaye du Moncel. Donc l'organisation ici est particulière, puisque la grange se trouve vraiment juste à côté de l'abbaye. Dans les textes, on trouve la ferme de la Basse-Cour ou la ferme des dames du Clos. Elle est mentionnée comme ça. Cette grange, elle, pour le coup, elle date de la période de l'édification de l'abbaye du Moncel, qui est initiée par Philippe IV le Bel, donc on est au début du XIVe siècle, estimée vers la première moitié du XIVe siècle. Donc on a effectivement une espèce de pseudo-fourchette de datation pour cette grange en particulier. Donc c'est intéressant. Ça c'est une gravure de Muller qui représente la grange, cette même grange de Pompoint, que l'on voit ici, dont on voit le pignon contreforté qui donne sur la rue, et cette entrée qui est la porterie de la basse-cour, qui permettait effectivement de rentrer le charbon. Donc on retrouve encore une fois ce modèle porte charretière et porte piétonne. Voici la grange de Pompoint. Donc du coup, si on prend par rapport à la grange de Montmartre, c'est pas toujours évident au premier coup d'œil de dire de donner des différences. On retrouve effectivement les baies hautes. Il y a ce retrait de maçonnerie qu'on trouve, puisque du coup, la partie basse étant, on réduit effectivement la taille de maçonnerie en partie haute. On retrouve les contreforts avec les larmiers qui courent tout le long. Et cette grange, elle est à peu près similaire en taille à celle de la grange de Beaulieu. On est 29 par 17, 30 par 15 globalement. Elles sont même très intéressantes, puisque Beaulieu, on n'a pas de datation. Celle-ci, on a effectivement ce début du XIVe siècle, donc c'était une réflexion qui était un petit peu orientée, qui aidait justement à comprendre un petit peu Beaulieu et son époque d'édification potentielle. Donc cette entrée sur Boutreau, donc là effectivement on est balayé. Alors, j'ai oublié de dire une chose, effectivement c'est une grange très très belle mise en œuvre. Par contre ici on est quand même sur un bâtiment, l'abbaye du Moncel et effectivement c'est sa basse-cour. On est sur une création royale. Donc on a mis je pense les moyens pour faire des bâtiments, de beaux bâtiments,
Pas simplement beau, mais solide. La ferme du Grand Logis, alors celle-ci elle se trouve à Baron, on l'a vu tout à l'heure juste pour la porterie. Elle dépend de l'abbaye de Chaly aussi. Donc on y rentre par ce porche avec une espèce de petite cahute au-dessus. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est probablement une volière aussi également, comme il y a à Beaulieu. Une petite volière sur porche, on en trouve à certaines périodes, pas nécessairement avec cette architecture, mais voilà la ferme du Grand Logis. Alors, partie extérieure, c'est assez remanié, il y a un contrefort contre le pignon nord, et on retrouve, là il y a deux bâtiments, deux petits appentis qui ont été accolés à ce pignon sud, mais on peut distinguer depuis l'intérieur l'entrée d'origine, l'entrée charretière d'origine qui était effectivement sur ce pignon. Puisque en avant, un peu plus au sud, on a la porterie qu'on a vue tout à l'heure dans la partie où on sait ces architectures potentiellement de défense ou du moins de potentielle fortification, cette porterie. Donc on a accédé directement par le un plan tiré des travaux de Jean-Luc François qui a beaucoup travaillé sur les granges dans le Valois entre autres, qui permet d'avoir ce que je vous disais, effectivement le plan. On a encore un haut contreforté et le pignon sud qui a été très remanié et cette ouverture bouchée. On y voit une charpente qui est un petit peu comme celle qu'on a vue à Montmartre, mais peut-être plus tardive. Donc là, il n'y a pas vraiment de datation assez précise, mais la ferme du Grand Logis est également visible. À Barbery, juste à côté de celle de la grange de Montmartre, on a la grange de Saint-Nicolas, qui dépendait du prieuré de Saint-Nicolas d'Assy, à côté de Senlis. Assez classique également, le pignon nord-ouest est lui également contreforté, ou nord-est. On a une entrée d'origine sur le goutreau. Alors peut-être que finalement, à étudier le corpus, peut-être que ces entrées sur goutreau sont le signe d'un remaniement peut-être un peu tardif, de création tardive de granges, puisqu'on s'est peut-être rendu compte que cette circulation transversale supprimait peut-être moins d'espace utilisable pour stocker que de prendre effectivement un passage axial qui lui supprimait sur l'ensemble de la longueur. La grange de Vaumoise, qui elle, pour le coup, comme je disais, une grange neutre, dans le sens où on ne sait pas aujourd'hui si elle est issue d'une création monastique, si elle est seigneuriale laïque, on ne sait pas, le mystère demeure. C'est une grange médiévale, peut-être même vraiment fin de la période médiévale, tout début de la période moderne. Il y a des éléments comme, je vais remettre encore une fois une illustration réalisée par Jean-Luc pour le coup, avec notamment ce détail du haut d'un contrefort qui fait pas tout à fait médiéval quand même. On est plutôt soit sur une fin de 15e, peut-être même début 16e. On retrouve par contre ces belles et grandes arcatures maçonnées, pierre. Donc il n'est pas exclu effectivement, avec une étude fine du bâtiment, de pouvoir déterminer qu'il y a une réutilisation potentielle d'un état antérieur. Voici l'intérieur justement de la grange de Vaumoise, qui fut une époque tombée un peu en ruine et qui a été bien restaurée et du coup sauvée. Ça c'est un plan de la ferme de Beaulieu. Je n'ai pas mis de vue aérienne, on en a vu tout à l'heure, mais là un plan de la ferme de Beaulieu qui est intéressant puisque du coup on y voit l'organisation autour de la cour centrale. On a le pédiluve, on y retrouve des toits à port, une bergerie, on y trouve la grange ici, des annexes qui sont les logis des exploitants, et on a le logis ici avec une chapelle qui se trouve là. On a d'autres bâtiments. Et c'est pour montrer encore une fois, alors il y a un enclos plus grand, on se retrouve effectivement dans une emprise d'environ 3 hectares, mais on constate que la partie ferme et habitation est quand même limitée ici à seulement cette portion. Il y a encore beaucoup plus autour. Tiens, début 19e, la carte de l'état-major où
pour avoir une autre vue moins détaillée mais tout aussi intéressante qui présente les bâtiments et également l'évolution de l'organisation des jardins ou des vergers autour de l'exploitation. Alors la grange de la ferme de Beaulieu, on voit ici une vue aérienne qui montre la partie nord, la partie sur cour, celle avec l'entrée et le pigeonnier. On a une autre entrée sur le goutreau qui permettait, on rentrait par ici, par ce côté, par le pigeonnier plein, puisque du coup on a une porte qui est bien plus haute, puisqu'on rentrait avec tout le chargement, et la porte de sortie elle est plus basse. Et on ressortait au champ d'arrivée. Donc cette grange, elle est intéressante puisqu'on y trouve ce bas-côté bas du coup, puisqu'il est à environ 2,83 m. Mais si on regarde de l'autre côté, on découvre le profil complètement dissymétrique de la grange, avec un haut goutreau qui lui est actuellement à 8 mètres. C'est posé la question de savoir si c'était un état originel, c'est voulu comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui était dû à une destruction et on a remonté comme ça. De l'étude du bâti ressort que visiblement cette volonté c'est pas fait a posteriori quand on a construit ou reconstruit la grange. C'est-à-dire que l'état tel qu'il est actuellement, il a été voulu comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça? La question étant de peut-être par économie, puisque sur Beaulieu, on est sur une grange à poteaux, à haut poteau, et les indices de la charpente laissent penser qu'il y a une reconstruction qui se trouve après la guerre de 100 ans. Est-ce qu'on a reconstruit en faisant l'économie de bois, puisqu'on se retrouve par exemple ici dans un pays où sur les hauteurs où se trouve Beaulieu, on a beaucoup de grès et de calcaire, donc on a monté une grande maçonnerie et fait porter la charpente dessus, et du coup on s'économisait un bas-côté. On rationalise différemment la circulation. Donc visiblement c'est voulu. Par contre, est-ce que le bas-côté, lui, ne provient pas à l'origine d'un bâtiment peut-être plus ancien? Ça aujourd'hui c'est pas possible de le prouver, mais c'est une hypothèse. Et une chose intéressante, c'est que comme je vous disais, l'autre côté est maçonné avec du moellon de grès et de calcaire, pas vaguement équarri, juste enduit. Ici, on est côté court. On a toute une corniche en pierre de taille, ainsi qu'une partie basse en belle pierre de taille avec un glacis. Et on voit que le dosseret ici, qui fait le lien entre la corniche et la partie basse du mur, la pierre est taillée. Donc c'est fait pour aller ensemble. Donc, là, encore une fois, on est côté court. Donc, il y a une volonté de faire quelque chose de relativement beau, en fait. Donc, encore une fois, on sort un petit peu de la simple aspect utilitaire du bâtiment. On fait quelque chose d'un peu soigné. Voici le plan au sol de la grange de Beaulieu. Et on voit notamment qu'il y a l'aire de passage découpe en deux, effectivement, la zone. Est-ce qu'il n'y a pas l'hypothèse aussi potentielle qu'on stocke une partie d'une récolte d'un côté et une récolte de l'autre? C'est aussi une possibilité, ou alors qu'une grande partie ici et peut-être une taxe de l'autre côté. Rien n'est prouvé, mais ce sont des hypothèses. Je passe un peu plus vite parce que je vois que mon temps commence à être très compté. Grange de Saint-Victor également qui se trouve de Saint-Victor du prieuré de Bray-sur-Honnête à Ruilly. On retrouve également cette dissymétrie des goutreaux. On a un bas-côté côté court et on se retrouve avec ce grand mur, donc du coup avec une charpente qui forme qu'un seul bas-côté, un seul poteau, et la charpente repose sur le goutreau de l'autre côté. On y vient et c'est intéressant. Il y a également cette grange à Ruilly qu'on a montré tout à l'heure où il y avait des goutreaux sur le côté, la ferme de Cons. Et on se retrouve ici avec cette même entrée sur goutreau, avec une volière et déjà des hauts murs en fait. Est-ce qu'on n'est pas ici potentiellement par rapport à la période justement dans une période qui commence à être cette transition vers la fin de l'époque médiévale? Je passe ça. À la fin je vais avancer un petit peu. Voilà. À la fin de l'époque médiévale, où on a une mutation architecturale qui est probablement due à des soucis d'économie et de ressources à la suite de la guerre de 100 ans. Par exemple, le bois de construction est réservé, on ne le trouve plus de la même façon.
on reconstruit comme on peut, et on essaie justement en faisant ça d'aller à l'économie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà une mutation qui s'amorce sur ces types de bâtiments où on a un goût trop bas et un goût trop haut, on économise un peu. On le retrouve ici, ça c'est à Vernavillers également, mais cette grange, elle se trouve à l'ouest de la grange qu'on a vue tout à l'heure, celle du 12e. Et celle-ci, elle est un peu particulière parce que, bon, elle est remontée, mais on voit ici qu'il y a une partie de corniche avec les contreforts. Est-ce qu'elle n'a pas été remontée un petit peu, mais est-ce qu'on n'est pas encore une fois dans une espèce de transition architecturale où on est basculé de ces bas-côtés, où on revient vers la forme architecturale de l'Oréum, en fait, avec simplement ces deux hauts goutreaux. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va y adapter des planchers. Il n'y a pas beaucoup de granges où on a des preuves de la présence d'un plancher haut, en fait, pour pouvoir stocker. À Pontpoint, si, effectivement, à l'intérieur, il y a un plancher. Peut-être, par contre, de quelle période il date, ça peut être complètement postérieur. Donc, les évolutions architecturales de la période moderne, on a ici à Crépy ce que j'appelle la grange de Saint-Lazare. Alors, elle est remontée, elle se trouve dans la sortie vers le bois du Teil, une espèce de chapelle murée qui est un mécanicien à la sortie de Crépy, et de l'autre côté, il y a une entreprise, et on a cette grande grange, qui est, si c'est la grange de Saint-Lazare, elle est mentionnée dès le XIIIe, mais par contre, le bâtiment actuel, lui, est complètement moderne, puisque du coup, on a des grandes entrées charretières sur des goutreaux qui sont très très hauts. La grange de Chamicy, à Rully, dans la sortie direction Raret, c'est pareil, il y a une grange attestée plus anciennement, mais celle-ci, elle est pleinement moderne, on n'a que des grands goutreaux. La ferme des bords de Raret. Et je voulais évoquer également la Granchemont, qui est la grange en direction de Pierrefonds quand vous êtes à Morienval. Cette grande grange qui appartenait à l'abbaye de Morienval également. On a cette ferme au carré, mais qui ne l'est pas du coup du fait du réseau Vierre. Mais on y retrouve un colombier, on y retrouve la grange au sud, et cette organisation avec les bâtiments fermant tout. Voici l'entrée de la porterie, l'entrée principale de cette grange, et la grange actuelle. Et cette grange, elle a brûlé déjà, elle est attestée dès le 12e, mais la grange, elle a brûlé déjà au moins 2 fois. Elle a brûlé fin 18e, et début 19e. Donc elle a été reconstruite. D'ailleurs, dans beaucoup des murs de ces bâtiments, on retrouve des pierres de taille réutilisées, rubéfiées, c'est-à-dire qu'elles ont pris le feu, elles sont rouges. Donc on les trouve un peu partout, comme on a vu sur le pignon de Barnavillers tout à l'heure. Et donc voici cette grange où, effectivement, on n'a plus de division de l'espace interne, on a vraiment un espace qui est pleinement utilisable, hormis effectivement le passage, puisqu'on a les entrées, les fermes qui reposent directement sur la rase sur la rase des goutreaux. Voici un plan, c'est un plan de 1768 qui montre justement la ferme de la Granchemont, dite ferme de l'abbaye de Morienval. On la voit ici, pareil, cette fin 18e, le dernier quart du 18e siècle, où la forme, alors la précédente est un petit peu schématique ici, mais quoi qu'on est sur les périodes justement, fin 18e, où elle a brûlé. Donc est-ce qu'il y a pas une reconstruction rapide, est-ce qu'on est sur un état intermédiaire? Et là je vous montre, c'est le cadastre de 1827 de Morienval, donc on a la forme qu'on retrouve actuellement, et notamment une des particularités qu'on trouve un peu dans toutes les grandes gères en termes de fermes, c'est aussi ce pédiluve qu'on trouve sur les fermes de cette époque jusqu'à aujourd'hui, peut-être moins aujourd'hui, mais si on a de l'élevage. Quel avenir pour ces granges? Alors là, je vais reprendre ce qui a été dit par Jean-Luc François il y a déjà pas mal d'années, ou par M. Benet-Laborderie dans son article également sur les granges cisterciennes dans le Gémeul. C'est que globalement, le constat n'a pas changé. Ces bâtiments, il y en a certains qui sont protégés, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Par chance, la plupart qu'on connaît, effectivement, ils sont debout parce qu'ils ont été entretenus. Le problème aujourd'hui, c'est que ces bâtiments utilitaires perdent leur utilité, du fait des besoins de stockage moderne, de la mécanisation, également des engins. Du coup, sans cette utilité, c'est l'abandon. Donc du coup, c'est l'abandon, et ensuite c'est la dégradation, et on perd complètement le bâtiment. Donc aujourd'hui, tant qu'il est utile, il est debout. Parce que le maintien des structures est effectivement relativement coûteux, puisque du coup on n'est que sur la maçonnerie. Dès qu'il y a un peu de la couverture, dès qu'il y a là-dessus, il a changé, c'est tout de suite des proportions gigantesques. Et voilà, donc toutefois on constate que de nombreux propriétaires sont soucieux de la conservation de ce patrimoine et réalisent les travaux nécessaires.
Voilà. Je vous remercie. Donc merci Maxime pour cette présentation sur les granges. Je pense que lorsque vous vous promènerez maintenant dans le Valois et que vous passerez devant toutes les granges qu'il a citées et qu'avant on ne remarquait pas forcément, vous les regarderez tout à fait différemment. C'est un beau patrimoine et en plus qui est souvent un peu oublié au milieu des églises et des châteaux et qui pourtant est un très 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 beau témoin de la vie économique du Moyen-Âge. Alors ça va être le moment des questions. Et alors je vais honteusement profiter d'avoir le micro pour poser la première. Tu as parlé beaucoup de granges cisterciennes, il y a beaucoup de granges cisterciennes dans ton corpus, et les cisterciens avaient la réputation de standardiser le plan de leur monastère. Est-ce qu'on retrouve un peu ça dans leur ferme, dans leur grange au sens large médiéval du terme? Est-ce qu'on a un peu des plans types des fermes cisterciennes, des unités d'exploitation cisterciennes? Ou est-ce qu'elles ont été trop transformées pour qu'on puisse y répondre? Il y avait quand même beaucoup de transformations entre le XIIe siècle et aujourd'hui. Et par exemple, on va retrouver les colombiers s'ils ont été conservés. Selon la destination de la ferme, il est possible que le pédiluve ait disparu par exemple. Pour le bâtiment des convers, comme on a Fourcheret, puisque une grande partie du travail a été effectuée par cette main-d'œuvre, il est possible que sur d'autres sites on en ait. Alors, Voleran serait un très 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 bon client pour ça. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont accolés à la grange un peu plus à l'ouest, qui sont des bâtiments d'habitation aujourd'hui, mais il n'est vraiment pas impossible qu'effectivement un était dédié aux convers notamment, ou pour l'ensemble des gens qui travaillaient dans la grande diade. Mais après le problème est voilà, effectivement c'est ces grandes modifications. Après il y a des plantiques qui s'adaptent en permanence, que les granges, notamment comme je disais par rapport à cette conservation et l'importance de la thermique, comme beaucoup d'autres constructions, d'ailleurs les logis, elles sont rationalisées aussi à partir d'une période, c'est-à-dire qu'on connaît les vents dominants, on connaît l'exposition au soleil. Donc par exemple, le plan va jouer également en fonction de ces paramètres. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Une question qui est un peu la suite de ce que vous venez de dire. Je voulais savoir s'il y avait une orientation justement qu'on retrouvait dans le plan de toutes ces granges. Alors, oui et non, parce qu'en fait, ce que je viens de dire, c'est vrai, c'est pris en compte, mais par exemple, si je prends Fourcheret et Beaulieu-le-Vieux, qui sont à distance de 2 km peut-être, alors là, du coup, je fais un mauvais parallèle, parce que du coup, c'est pas deux granges qui appartiennent à Chaly. Je vais prendre plutôt Fourcheret et Voleran. Si je prends Fourcheret et Voleran, effectivement, elles sont toutes les deux axées nord-sud. Si je prends la grange de Fay, elle est également axée nord-sud. Donc ces trois granges effectivement de Chaly, celle du Grand Logis de Baron l'est également, elle est axée nord-sud. Beaulieu, elle par contre sur le plateau, en hauteur, et elle est axée, les vents dominants là-bas sont nord-nord-ouest, je crois, quelque chose comme ça, ou nord-ouest-ouest. Et du coup le bâtiment, lui, fait face et axé est-ouest. Voilà. Mais effectivement, dans toutes ces granges Chaly que je viens de citer, elles sont toutes axées nord-sud. Après, ce qui va différer par exemple entre Fourcheret et le Grand Logis, il y en a une, la porterie est au sud, et l'autre se trouve sur l'ouest. Bon, après, ça dépend effectivement du réseau viaire. Ça dépend par où on circule, on s'adapte. D'autres questions? Bonsoir, 2 questions. Au niveau des dessins, des photos, en coupe, en tout cas, on ne voit pas la trace de plancher intermédiaire. Est-ce que ça existait? Est-ce qu'ils ont disparu, ces planchers intermédiaires? Pour le stockage en vertical, parce qu'on a des volumes énormes. Vous voulez dire dans les greniers surélevés ou dans les auréums? Au niveau des volumes, on voit, oui. On voit qu'on stockait sur... Est-ce qu'il y avait des structures intermédiaires, des planchers intermédiaires qui permettaient d'avoir plusieurs niveaux de stockage? Alors, quand on prend par exemple la grange de Beaulieu, où on sait qu'on stockait globalement jusqu'à 7 ou 8 mètres potentiellement de haut, c'est un peu un calcul type qu'on a sur plusieurs de ces granges, on stockait probablement jusqu'à 7 mètres de haut. Il faut savoir qu'après le fait dû à la charpente, on est à 15 mètres.
se pose également le truc, il n'y a pas, comme je disais, de planchers intermédiaires qui ont pu être observés aujourd'hui. Mis à part, comme je vous disais, à Pont-Point, où il y a effectivement un plancher intermédiaire, quand on est à l'intérieur, à 2,50 m, 3 m dessus de la tête, il y a un plancher. Aujourd'hui, le bâtiment n'a pas vraiment été étudié, donc ce plancher, il peut très bien être du XXe siècle, du XIXe. Donc j'ai pas de... Par contre, à l'origine, il n'y en avait pas. je sais pas, justement. C'est ça, j'ai pas... Voilà. Alors que, effectivement, pour les auréums... Stocké sur millimètre, je ne sais pas comment c'est possible. Enfin, c'est une hypothèse, c'est une interprétation. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pas la photo ici, c'est dommage, mais quand j'ai visité la grange du Grand Logis à Baron, si vous voulez, il y a une partie des gerbes actuelles, c'est-à-dire les ballots, qui étaient stockés jusqu'à hauteur des entrées. Donc on est à 7 mètres d'eau. Donc effectivement, ils sont entassés, et puis ils sont tac-tac. Je discutais avec... qui est-ce que je discutais l'autre jour? Je ne sais plus, c'est pas grave, mais du coup, qui me disait qu'il avait vu cette façon de monter, où on fait ce qu'on appelle des chaises. C'est-à-dire qu'on fait des marches et autres, et du coup, on les monte, les ballons, ça y va. Il y a même un exemple recensé, alors attention, j'ai vu ça hier soir, en Angleterre, où visiblement, alors je ne sais même pas si c'est une espèce d'histoire un peu cocasse locale ou avérée, mais qu'il y avait une pratique qui existait où on faisait monter un cheval au fur et à mesure que le tas grimpait de façon à aider à décharger vers le haut. Et on le faisait redescendre en partie en le retenant avec une corde. C'est anglais. Dernière petite question. Est-ce que les granges au niveau donc, du pays de Valois présentent des caractéristiques spécifiques par rapport à ce qu'on appelle la Picardie ou disons qu'à l'échelle régionale et à l'échelle nationale, est-ce qu'il y a des caractéristiques de ces granges du pays de Valois? Pas vraiment en fait. Pas vraiment. Parce que qu'on prenne des granges effectivement de l'Eure, de Normandie, qu'on prenne des granges de l'Indre-et-Loire, ou qu'on prenne des granges, par exemple celle de Maubuisson, je pense à celle de Maubuisson, on retrouve effectivement à chaque fois cette organisation intérieure. Où ça va changer, par exemple, comme je disais pour le Clairvaux ou pour effectivement Parcé-Mélec, ça va être l'organisation interne. Mais ça, c'est pas tant un problème d'architecture ou de particularité architecturale que de raisonner son bâtiment par rapport à son territoire, en fait. Donc, a priori, non. La grange de Froidmont, elle ressemble beaucoup, effectivement, à celle de Fourcheret ou de Saint-Lazare-de-Beauvais. Avez-vous des exemples où le logis, et voire même une partie de la ferme, les animaux sont incorporés dans la grange principale?